Et du coup, en parallèle, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est ça qu'il y a Bubble qui existe» et je refais à peu près ce qu'ils ont fait en 1 mois et demi, en seulement 1 semaine. Je vois mon associé, je lui dis: «On perd notre temps en fait, c'est un avantage compétitif». Vraiment une boîte de n'importe quelle taille, si elle ne fait pas du no-code, elle va être derrière ses concurrents sur plein de choses. Ses concurrents vont lancer des fonctionnalités plus vite qu'elle, des fonctionnalités qui sont plus proches des besoins des clients et résultat, la boîte va être meilleure. Ne pas faire du no-code, c'est vraiment signer son acte de mort pour effectivement, sa boîte. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de Noxmakers. Aujourd'hui, je suis avec Benoît de Monteclair, cofondateur de NCScale. Il travaille dans le no-code depuis 2013 et il a levé dernièrement plus de 2,4 millions de dollars pour faciliter la scalabilité des apps no-code. Comment ça va? Et bah, super, merci de m'inviter, ça fait un plaisir de venir ici. Carrément, surtout qu'en plus, on est tous les deux lyonnais, on n'avait pas encore vraiment eu l'occasion de pouvoir se rencontrer. Je suis trop content que tu puisses être là. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore? Ouais. Et ben, je suis, Benoît Monteclair, du coup, le cofondateur et le CEO de NCScale. Je suis entrepreneur, j'ai fait ma première boîte à 16 ans. C'est un service d'hébergement web, que j'ai revendu 2 ans après avec 500 clients et après, sans être développeur, j'ai toujours été celui qui était business entrepreneur et l'arrivée du no-code a été forcément une révolution comme pour beaucoup de monde. Mais la première fois que j'ai vraiment utilisé un outil no-code, c'était dans une mutuelle à Lyon d'ailleurs. Qui s'appelait donc Zapier, et on a fait des automatisations sur la partie sales. Voilà, et après, donc j'ai monté un cabinet de recrutement, Digirox, et pendant 4 ans, on a créé notre ERP, notre ATS, donc on appelle ça. C'est un Application Tracking System, c'est un outil de gestion des candidats et on n'arrivait pas à trouver sur le marché ce qu'il nous fallait. Et voilà, et donc et c'est là où j'ai découvert Bubble en 2017, et j'ai commencé à faire le ERP en 2018. Et c'est là où je suis tombé vraiment amoureux du no-code et entre le Zapier et Bubble, il y a une énorme évolution en quelques années, donc j'ai pas lâché. Et peu à peu, du coup, finalement, on s'est rendu compte qu'il y a plein de problèmes avec le no-code et on a essayé d'y répondre, notamment par la sécurité et aujourd'hui par l'observabilité avec NCScale. Ok. Et Zapier en 2013, ça devait pas être connu. T'es tombé dessus comment en fait? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, je sais pas si je m'en souviens vraiment. En tout cas, l'histoire que je peux essayer de raconter, mais je sais pas sûr, c'est qu'en 2013, j'étais à San Francisco et c'était mon stage de fin d'études. Et j'ai découvert là-bas IFTTT. Ok. Mais j'ai un doute si je l'ai découvert là-bas ou pas, ou avant. Mais en tout cas, je l'ai vu au bout du jour là-bas. Et c'est des développeurs d'ailleurs qui sont aujourd'hui à succès. C'est ceux qui ont fait Guidebook, je sais pas si ça vous parle. Mais du coup, ce sont des entrepreneurs lyonnais à l'origine. Voilà, c'est ceux que j'ai rencontrés là-bas. Et ils m'ont parlé de IFTTT. Et j'ai adoré, mais le problème, c'est qu'il y a très peu de use cases, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, très très peu de use cases pertinents, à part lancer une ampoule, etc. Ok. Lorsque tu rentres chez toi. Et du coup, il y avait Zapier qui est arrivé juste après. Effectivement, et Zapier, c'était beaucoup moins sexy que IFTTT à l'époque, hein. Et finalement, Zapier, grâce au nombre d'intégration, ils ont pris tout le marché, hein. Donc, clairement. Surtout, IFTTT, c'est très axé mobile, quoi. Moi, je l'avais surtout testé sur téléphone, hein. Ouais. Et c'était pas accès business. C'était vraiment plutôt, tu appuies sur un interrupteur, il se passe ça. C'était pas du tout axé, tu reçois un mail qui ajoute un événement dans ton agenda, etc. C'était beaucoup plus technique, métier, physique. C'était assez étonnant. Clairement. Et Bubble, du coup, c'était comment? Et Bubble, je pense que je l'ai découvert grâce à Product Hunt vers 2017. Et je suis tombé sur un truc, pour faire un début, il fallait juste que je fasse un formulaire pour les candidats dans le cabinet de recrutement. Et j'ai tenté de faire un truc. Et j'ai fait un test pendant 1 mois. Et après, je me suis arrêté parce que j'ai juste vu que c'était possible et c'est tout. Et 6 mois après, on devait refaire notre ATS. Et on est passé d'abord par une boîte de développement. Et là, on s'est rendu compte que c'était très très long et très cher de faire à peine la page d'accueil de ce qu'on voulait. Et du coup, en parallèle, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça qu'il y a Bubble qui existe. Et donc, je commence à me remettre sur Bubble. Et je refais à peu près ce qu'ils ont fait en 1 mois et demi, en seulement 1 semaine. Et là, je vois mon associé, je lui dis, bon, je crois qu'on perd notre temps en fait. Déjà qu'en plus, il faut vraiment savoir ce que tu veux pour être pertinent avec une agence de dev. Si en plus, tu es un peu mouvant et que tu vas aller vite, ça n'a aucun sens de passer par une agence de développement. Et donc finalement, on a abandonné l'agence et on a tout fait nous-mêmes. Ça me fait tellement penser à un side project que j'avais fait donc, quand j'étais étudiant. Coucou Nicolas Audin.
Et on avait donc il était développeur, enfin il est toujours développeur Symfony et il avait développé l'application, je pense que c'était sur les temps, fin de journée, week-end et pendant quasiment 1 mois et demi, vu qu'on travaille petit à petit sur Bubble, je me dis: «Bah, écoute, si tu veux, on peut peut-être reprendre le fil». Mais j'étais pas encore sûr parce qu'à ce moment-là, sur Bubble, j'avais fait encore quelques projets, mais pas beaucoup encore, de projets. Et bah, ouais, enfin, je pense une semaine et demie, j'avais refait le parcours de sign up. Enfin, toute la partie, là, c'était un projet de test utilisateur pour faire des tests. Enfin, c'était bluffant, quoi. Je veux dire, le switch, il a été rapide, hein. Il y a pas eu trop à se questionner. C'est clair. Mais là où je trouve ça hyper important, c'est que, alors je sais pas si ça te l'a fait toi, mais si t'as pas de en fait, j'avais testé la première fois la solution, j'avais pas eu vraiment de cas concret et du coup, je m'étais dit: «Oh, c'est assez compliqué quand même». Je me suis pas plus projeté que ça. Et dès que j'ai eu un cas concret, c'est là où je trouve que ça a été vraiment la «révélation» entre guillemets, je sais pas si toi ça te l'a fait? Je pense que j'ai jamais utilisé sans cas concret. Peut-être que certains outils, on y va rapidement, et non, j'avais toujours un cas très précis à faire. Au début, c'était un formulaire pour faire des calculs de combien te coûte ton équipe tech. Et du coup, j'avais fait un petit formulaire comme ça, je crois. Mais c'était à chaque fois précis, et après, j'ai livré le truc, etc. Mais effectivement, je me suis jamais lancé sur un. Je pense que c'est le même syndrome de ceux qui font qui suivent des formations. Je sais pas si tu as déjà suivi des formations, comment utiliser Bubble, comment utiliser ça ou autre, mais une vraie formation longue. À ce moment-là, il y avait pas trop de formation. Non, mais même maintenant, je veux dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais réussi à suivre une formation. Et c'est un vrai problème, parce qu'on est bien meilleur quand on suit une formation, on va beaucoup plus vite, etc. Je pense que c'est un peu le même principe. C'est t'en as qui arrivent peut-être à se poser sur un truc où ils n'ont pas un objectif précis, d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Et voilà. Donc, je pense qu'on en fait partie. Après, ouais, bah, en fait, des formations, on les suivi, mais moi, c'était plus lié à du SEO, des choses comme ça, c'est assez pointu. Ouais. Et mais je te rejoins, si j'avais pas de cas concret vraiment, enfin, les parties où je pouvais pas me projeter vraiment, ça, je les mettais vite de côté. Mais dès que je me disais: «Ah ouais, ça, je peux l'utiliser dans un business ou autre», là, bah, je le transposais directement et je l'essayais, en fait, en cas réel, quoi. Hem, il y a sur ta présentation, il me semble, aujourd'hui, je crois qu'on avait rediscuté un peu du No Code Summit et puis c'est même là où on s'est rencontrés, pour de vrai. On habite à Lyon, on s'est rencontrés à Paris, finalement. Et aujourd'hui, tu participes aussi un peu à l'organisation de l'événement? Comment? Ouais. Donc, le SFPN, du coup, qui organise le No Code Summit, est composé donc de plusieurs entités. Là, aujourd'hui, c'est à peu près une trentaine d'adhérents. OK. Et ça reste une association à but non lucratif. Il y a effectivement des agences, des éditeurs, des formateurs et des freelances. Et du coup, bah, tout ce monde-là se réunit. On a une équipe où on organise le Coach Summit tous les ans, et on est une dizaine dans le bureau. Effectivement, du coup, la première édition s'est faite avec un succès qui était incroyable. Enfin, c'était hallucinant de voir d'un coup le monde, alors qu'on ne savait pas trop. C'était la première édition, ça coûtait très cher, etc. Mais heureusement, ça s'est fait et on a vu cet entrain. Ça fait vraiment plaisir. Et cette année, du coup, c'est à Station F, le 10 et 11 octobre. Et là, ça sera encore plus gros, donc avec 3000 personnes, avec beaucoup plus de sponsors, des éditeurs qui étaient absents l'année dernière qui finalement viennent. Lorsqu'ils ont vu effectivement l'engouement, et ils ont enfin passé, ils ont enfin accepté de venir. Et voilà, donc ça, c'est génial. Donc j'ai hâte d'y être. Vraiment, ça va être. Donc nous, on aide. Donc là, plus précisément, là, j'aide pour la partie sur la programmation. Donc j'aide effectivement sur demander à tous les sponsors leur pitch pour les caler, et après les placer dans les salles, etc. OK. Sur cet événement-là, j'ai vu qu'il y avait quand même déjà pas mal de participants qui étaient, il va y avoir Emmanuel aussi qui va revenir de Bubble. Ouais. Il y a Emmanuel qui revient. Il y a aussi le CEO de Glide. Il y a le CEO de Glide, il y a Mariam de Softair, et aussi John de Smart Suite. OK. Très content qu'ils viennent, parce que du coup, c'est des outils effectivement américains. Et plus on en a effectivement, plus ça rend cet événement international. On a aussi Airtable qui va venir. Voilà, donc on a vraiment des grands sponsors, de gros outils pour amener beaucoup de monde, et qui permet effectivement de faire découvrir d'autres plus petits outils aussi, notamment français.
qui sont effectivement très bons aussi. Et voilà, donc plus il y aura de monde, plus ça va bénéficier à tout le monde. Ouais, puis c'est un endroit où finalement on se retrouve beaucoup de têtes qu'on croise, sur les réseaux ou autres et puis, finalement ça fait un endroit où on peut tous se retrouver Mm. donc c'est très, très cool. Cette année, on veut vraiment que ça soit un exemple pour montrer aux grands groupes que le no-code est sérieux. Et résultat, sur la programmation de manière générale, il y aura beaucoup de témoignages clients et on cherche tous les plus gros clients de tous les participants. Donc, on va pouvoir annoncer assez prochainement finalement des DSI de grands groupes, que ce soit français ou américains, qui expliquent comment ils ont accepté le no-code, comment ils l'ont mis en place et avec quels partenaires, etc. Mmh. Donc, on aura beaucoup de témoignages comme celui-ci. Le but, c'est effectivement d'attirer d'autres DSI, d'autres directeurs de l'innovation et montrer que c'est possible et que ça peut être encadré, que c'est vraiment bénéfique. Ouais, clairement, clairement, clairement. C'est un vrai sujet ça, hein, de toute façon, surtout quand tu es dans les premiers échanges. Il y a beaucoup de choses des idées, qui reviennent, par exemple, celui qui va revenir, ça va être la sécurité, ça va être, comment on pourrait héberger les données, des choses comme ça et qui très souvent avec des idées qui peuvent être, négatives sur le no-code, alors que finalement quand on creuse, ça peut être que des choses qui peuvent être palliées ou trouver des solutions alternatives et je pense notamment à toutes les solutions, open source qui existent, qui sont no-code, aussi et que tu peux installer, Mm. tu peux mettre aussi en place. Après, c'est un peu plus dur comme ça, qu'il y a une vraie différence entre... On voit bien d'ailleurs, il y a un peu de monde qui ne se parle pas beaucoup. C'est les outils low-code et les outils no-code. Mm. C'est vraiment très séparé. D'ailleurs, c'est très flagrant sur la communauté no-code France et que 70 personnes dans le canal Power Apps. C'est incroyable. Alors qu'à côté, il y en a 2500 pour Airtable. Mendix, c'est pareil, il doit en avoir 30, même pas. Donc, il y a une vraie différence. Et donc, pour faire communiquer les grands groupes avec ce monde du no-code, c'est assez difficile. Et du coup, il faut aussi inviter les éditeurs dont ils ont l'habitude d'entendre parler au No Code Summit. Donc, j'espère qu'on en aura davantage pour vraiment montrer qu'effectivement, les deux peuvent se relier. Mais aujourd'hui, c'est très hermétique. Mm. Et j'espère que ce No Code Summit permettra de refaire un peu le lien entre les deux. Parce qu'effectivement, un outil low-code ou un outil open source, ce ne sera pas celui du métier qui va l'installer. C'est pas le métier qui va le configurer. Ça sera très compliqué. Enfin, il y aura des formations à faire, etc. On est très loin du no-code où c'est du plug and play, etc. Parce que la moindre friction pour un métier, c'est un no-go. On n'y va pas. Alors que finalement, c'était juste une installation open source à mettre en place et après, on laisse la main au métier. Et donc, il y a beaucoup moins d'innovation en low-code qu'effectivement en no-code où là, c'est le métier qui se lance et qui est vraiment autonome. Clairement. Écoute, je te propose qu'on parle un peu de InsyScale, et de ce que vous mettez en place. Moi, il y a un sujet quand même que je trouve, hyper intéressant, c'est tout le sujet de la scalabilité des applications no-code et c'est finalement ce que vous souhaitez mettre en place avec InsyScale. Est-ce que tu peux un peu présenter, les différentes choses qu'on peut mettre en place avec InsyScale, hem, sur ta plateforme? Ouais. Alors, effectivement, pourquoi on a créé NCScale? La première chose, c'est pour nous, le no-code est un avantage compétitif, clairement, à condition qu'il soit bien utilisé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme le code, on peut vraiment faire du code n'importe comment, mais au bout de 6 mois, c'est fini. Et donc, la seule manière pour que ça soit bien utilisé, c'est de donner des bons outils aux no-codeurs pour qu'ils puissent le faire. Et donc, nous, on a créé un logiciel avec Kevin, qui est un outil d'observabilité et du no-code. Et l'observabilité, ça comprend quoi? Ça permet simplement de comprendre déjà le fonctionnement global de ton infrastructure no-code, que ce soit seulement avec un seul outil ou plusieurs outils. Et ça va surveiller toute l'activité qu'il y a dessus. Et cette connaissance, simplement cette visibilité que tu as après sur ton outil, sur ton produit, te permet de piloter son développement, te permet de vérifier si ça bug ou pas, etc. Mmh. Et en fait, c'est des outils qui existent déjà dans le monde du code. Donc, on n'a rien inventé là-dessus. On a juste adapté ces outils finalement de passage à l'échelle d'une application en code pour le monde du no-code. Donc, et on essaie de le rendre le plus accessible possible parce qu'effectivement, les no-codeurs ne sont pas habitués au terme d'observabilité, par exemple, au terme de monitoring, au terme d'alerting. Voilà, il y a beaucoup de termes effectivement qui sont plus du monde de la tech et qu'il faut réussir à rendre effectivement le plus accessible possible. Voilà. Donc clairement et puis c'est surtout je trouve que c'est un sujet qui devient très vite, critique dès que tu commences à partir dès que tu commences à atteindre une certaine, échelle sur ton application, où finalement au début tu peux faire un peu, commencer, faire beaucoup d'erreurs et petit à petit, ces erreurs-là elles ont des répercussions où
où ça impacte vraiment des pans entiers. Et puis surtout, ça va vite même mettre si tu vas faire une mauvaise fonctionnalité qui va te créer ce qu'on appelle des régressions, donc des erreurs qui n'existaient pas avant, et que tu n'arrives pas vraiment à savoir d'où ça vient, qui a fait la modification, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la même application, ça devient vite un enfer à démêler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications dans le no-code qui ne survivent pas au passage à la main. Typiquement, au passage d'une personne à une autre, c'est vite très compliqué parce qu'il faut leur donner de quoi comprendre l'application, etc. Et lorsque tu débarques sur une application que tu n'as pas toi-même développée, alors là, c'est l'horreur. Mais c'est comme un développeur, hein, c'est pareil. Quand tu arrives sur une application que tu n'as pas développée, tu n'as aucune envie d'y aller. Et c'est pour ça que du coup, on a donc dans l'observabilité, on a une fonctionnalité qui s'appelle la recherche full text, qui permet de rechercher n'importe quoi dans tous tes paramétrages. Donc par exemple, ça va te permettre de voir des dépendances entre un scénario make que tu as imbriqué dans une automation Airtable. Et tu vas comprendre que ce scénario-là est utilisé là, là et là. Chose qui est impossible à faire, impossible à documenter, sinon il faut passer son temps à documenter pour dire oui, alors je viens de mettre ce scénario-là dans cette automatisation-là, je viens de le mettre dans un bouton sur mon Airtable, etc. Alors on n'a pas envie de le faire. Donc en fait, tu connectes simplement tes outils Airtable, Make à NCScale, et nous on te fait un catalogue de tous tes services, des dépendances et de l'activité en temps réel sur ton application de code. Ok. Et là aujourd'hui, donc avec cette levée, c'est quoi l'ambition que vous avez? Il y a des nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place? Alors à l'origine, on voulait faire du versioning pur et dur, comme finalement le faisait un peu GitHub. On voulait permettre de voir toutes les modifications au fur et à mesure et l'évolution de ton application et que tu puisses la documenter au fil de l'eau. On l'a lancé en octobre et on s'est rendu compte que l'effort pour mettre en place du versioning dans le monde du no-code était énorme pour les no-codeurs. Et les no-codeurs, ils attendent aucune friction. Et résultat, on a préféré aller très vite sur le monitoring et l'alerting. Donc, c'est surveiller l'activité et dès qu'il y a un bug, t'informer. Et donc, on a quand même tenté pendant 3 mois de faire du versioning, d'éduquer sur le sujet, comment faire l'enregistrement de ta version, etc. Et selon les différents outils, c'était tellement différent qu'il était dur d'avoir quelque chose de simple. Et donc, on s'est lancé après sur le monitoring qui est assez lourd parce qu'on stocke des logs. Des logs, c'est toutes les petites traces des gens. Lorsqu'ils cliquent sur un bouton, ça fait une ligne. Dès qu'ils ouvrent une page, ça fait une ligne. Parfois, c'est pour en faire 10 d'un coup. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup de volume. Et l'idée, c'est grâce à ça, centraliser tous tes logs de tous tes outils no-code. Donc, si tu as du Make, du Zapier, du Bezero, du N8N et du Bubble, bah, tu as tout au même endroit. Et ainsi, si tu cherches, par exemple, pour l'adresse email de quelqu'un, une erreur, bah, tu retrouves tout le chemin que la personne a eu dans ton infra no-code. Lorsqu'on lève des fonds, c'est soit pour accélérer, soit pour faire de l'innovation. Et clairement, nous, on était sur un sujet d'innovation. C'est-à-dire que il faut réussir à développer quelque chose pour permettre de tester le marché, l'utilisation, etc. C'est long. Parce qu'il faut vraiment développer une infra qui est assez lourde. Et donc, effectivement, c'est ça que nous sert l'argent pour nous permettre effectivement de vérifier la faisabilité technique et après réussir à développer une première version, une deuxième version, etc. Donc, c'est très lourd et on n'a pas de concurrent. Dans l'entrepreneuriat, c'est aussi le sujet très dur. Quand tu n'as pas de concurrent, tu es seul et donc il faut dépenser beaucoup d'argent pour réussir à vraiment faire ton marché. Voilà. Ok. Et là, donc là, au niveau de l'équipe, vous êtes combien? On est 12 maintenant. Ok. On est 12 avec une grosse partie tech, effectivement. Ok. Et avec Kevin qui est le cofondateur et le CTO. Et donc là, vous êtes très centré no-code. Je propose qu'on parle un peu maintenant vraiment sur la partie no-code en elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, là vous êtes deux, donc toi avec ton associé, vous vous êtes dit on va partir vraiment sur la partie no-code. J'imagine que vous y croyez énormément. C'est quoi les raisons qui fait que vous pensez que ça va continuer à suivre cet élan-là encore sur plusieurs années? En fait, le no-code, quand on voit l'effet incroyable que ça a sur la vie des gens qui changent de carrière, des gens qui ne dépensent plus d'argent pour travailler avec un développeur, des gens qui avant ne pouvaient pas faire et le font, c'est une révolution qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est comme l'IA, finalement, il y a eu un tel boom dans l'IA que ça a presque caché un peu le boom du no-code. Mais effectivement, c'est incroyable. Donc, quand on voit ça, on ne peut pas dire que ça va s'arrêter. Et j'espère qu'il y a plein de gros exemples qui vont continuer à sortir. Mais
c'est un avantage compétitif. Vraiment, une boîte, n'importe quelle, de n'importe quelle taille, si elle ne fait pas du no-code, elle va être derrière ses concurrents sur plein de choses, parce que ses concurrents vont lancer des fonctionnalités plus vite qu'elle, des fonctionnalités qui sont plus proches des besoins des clients, des métiers, et résultat, la boîte va être meilleure. Donc, le fait de ne pas faire du no-code, c'est vraiment signer son acte de mort pour effectivement sa boîte. Donc, il faut faire du no-code. Donc, à partir de ce constat-là, on ne peut qu'y croire maintenant. Il faut équiper les gens qui font du no-code à le faire bien, parce qu'il y a plein de manières de mal faire du no-code. Et du coup, on mise sur ce besoin-là, effectivement. Et c'est quoi, par exemple, les manières? C'est un guide de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Déjà, c'est de ne pas se former et de ne pas regarder une seule vidéo de formation avant de se lancer sur un outil no-code. Évidemment, ils font tout pour que ce soit facile et qu'on n'ait pas besoin de se former. Mais il y a tellement de petits trucs hyper utiles à la fin qu'il faut quand même les connaître, notamment sur la partie performance, notamment sur la partie sécurité. Et comme tout le monde, moi j'ai fait des grosses erreurs sur Bubble au début sur la sécurité. Et quand tu découvres tous les problèmes que tu as là-dessus, tu te dis mais pourquoi je ne me suis pas formé avant? Tu aurais gagné beaucoup de temps. Donc non, il y a vraiment des sujets effectivement importants. Mais bon, au début, c'est pas le sujet. Au début, tu as envie d'aller très vite, de vérifier ton marché, de répondre à un besoin. Tu t'en fiches complètement de la sécurité, de la performance. Et c'est pas plus mal peut-être. C'est pas plus mal, il faut très vite reprendre le sujet derrière parce que sinon, tu auras des problèmes qui vont arriver. Donc les gros problèmes, c'est effectivement la performance et la sécurité. On peut très mal le faire. Et après, c'est de ne pas factoriser. C'est-à-dire que tu dupliques plusieurs fois des workflows, tu dupliques plusieurs fois des choses. Et résultat, tu en as partout. Et dès qu'il faut modifier à un seul endroit, il faut modifier partout. Comme autre problème aussi, c'est de ne pas trop documenter. C'est-à-dire que ton no-code est illisible. Là, pour le coup, NCScale peut aider justement en vérifiant toutes les dépendances rapidement. Mais bon, il faut quand même que ça soit propre. Donc, il faut bien nommer, il faut bien... il faut vraiment le faire comme si tu n'étais pas le seul dessus. Et il faut que si tu reviennes dessus 6 mois après, que tu puisses comprendre ce que tu as fait. Et je sais qu'il y a plein d'astuces, c'est à faire des looms. Je sais que les looms, pour soi-même, c'est intéressant. Faire des vidéos pour soi-même, c'est hyper intéressant quand même dans le no-code parce qu'il y a tellement d'interactions à gauche à droite que c'est difficile de le mettre à plat. Alors que quand tu l'as en vidéo, tu peux vite switcher entre des écrans et des outils pour expliquer pourquoi. Et puis la dette technique que tu accumules, ça peut aller très très vite, quoi. Je veux dire, juste tu vas te dire, bon, allez, je vais dupliquer cette page-là, ça va aller plus vite. Je le ferai plus tard, le fameux plus tard qui n'intervient jamais Ouais. et qui intervient des fois au moment où justement on est un peu bloqué. Mais après, je pense que ces petites erreurs-là, bon, il y a quand même des erreurs qu'il faut vraiment faire attention, notamment par exemple sur la partie sécurité. Mais finalement, quelqu'un qui démarre son projet et qui l'apprend petit à petit, c'est les erreurs qui vont faire que petit à petit, la personne va se former finalement au fur et à mesure. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un ou plusieurs personnes, d'être entouré sur la partie no-code. Donc soit de se former, souvent la formation, ça t'apporte justement plusieurs personnes qui vont être confrontées au même problème au même moment. Et ou d'avoir des gens qui sont plus expérimentés, et puis de poser des questions, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Même si, je pense que c'est toujours aussi important, tu vois, d'être confronté au problème. C'est ça qui va faire que tu vas le mémoriser, que tu vas pas le refaire 2 ou 3 fois, alors que si on va te dire tout de suite, fais comme ça. Je pense que la sécurité, c'est là où tu prends une douche froide lorsque tu découvres ton erreur. Effectivement, après, je pense que tu la refais plus jamais. Clairement. Il y a tellement de détails dans la sécurité, par exemple, ou même dans la performance, que c'est compliqué quand même de se... Enfin, tu peux pas demander à un no-codeur d'être expert en sécurité. Et c'est là où les éditeurs doivent être assez bons, c'est de réussir à simplifier ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est la grosse différence entre les outils low-code et no-code. C'est que dans le low-code, tu démarres toujours par la sécurité. Tu définis les rôles, tu définis la donnée, qui a accès à ça. Et tu peux presque pas faire d'écran si tu n'as pas fait ça. Donc, il y a vraiment 2 écoles là-dessus. Et donc, effectivement, il faut faire attention. Et puis notamment, par exemple, Bubble, au tout début, les bases de données, elles étaient ouvertes à tous. Je veux dire, maintenant, ils les obligent à les rendre en privé. Mais il y a toujours des outils no-code, je pense notamment à Glide, où la sécurité, si tu n'y penses pas trop, je veux dire, si tu vas pas mettre des rôles, tu vas pas mettre des propriétaires des lignes, c'est tout le monde peut accéder à tout. Et il n'y a pas vraiment de warning qui va te dire, attention, là, la sécurité, elle est ouverte. Si, il te précise, mais c'est un peu comme les CGV où on va cliquer et on va vite... Le valider sans trop se rendre compte des conséquences. Il me semble que pour Glide, c'est plutôt des apps internes. Donc en général, tu as moins ce problème-là. J'ai vu de temps en temps une app qui était une marketplace faite sur Glide, et là, c'est le pire.
c'est impossible. Mais effectivement, c'est pas fait pour ça. C'est Ouais. pas fait pour faire une marketplace. Enfin, je pense pas. Tu connais plus Glide que moi, mais peut-être ils vont s'ouvrir pour faire d'autres choses, mais c'est pas fait pour faire un site de vitrine grand public. C'est fait pour une app interne sur une base de données précise, etc. Et justement, tu peux tout redétourner. Et d'ailleurs, c'est aussi le problème des no-coders, c'est qu'ils adorent détourner. Ils prennent un outil, ils disent attends, mais ça, je peux en faire autre chose, alors que c'est pas fait pour. Et du coup, il y a plein de sujets qui n'ont pas été prévus par l'éditeur et l'éditeur ne peut pas non plus faire ça. Donc, c'est plus l'outil no-code est puissant, plus les risques de maintenabilité sont énormes. Ouais. Ce qui est clairement le cas de Bubble, quoi. De base, c'est un outil qui, si on met tout en place, sera sécurisé comme il le faut. Et si c'est mal mis en... Enfin, c'est souvent une question qu'on va se poser où on va se dire, mais Bubble, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que je peux... Mais finalement, c'est un peu comme du développement. C'est-à-dire que si c'est mal développé, ça va être mal sécurisé. Si c'est bien mis en place, bah, je veux dire, le Bubble, l'appli, elle n'aura pas de faille de sécurité. Je veux dire, tout sera bien fermé dessus, quoi. Aujourd'hui, l'outil no-code sur lequel tu es le plus à l'aise, c'est Bubble actuellement ou c'est Non, je pense bien que ça soit Bubble encore. c'est encore Bubble? Ouais, c'est vrai que je fais moins de no-code au quotidien. Mais je pense que ça, enfin, si demain il fallait que je refasse une application, alors du coup une application plutôt grand public, hein, ou métier, mais voilà, je repenserai tout de suite à Bubble. Pas forcément pour le long terme, mais même juste c'est pour pouvoir tout faire en un seul endroit. Parce que j'ai un peu testé des outils qui font une base de données externe, des workflows externes, mais en fait c'est vite compliqué d'aller vite. Et résultat, on a qu'une envie, c'est d'avoir un Bubble où tout est au même endroit. Certes, il y a des défauts ou autres, mais on s'en fiche. On peut vite répondre aux besoins, on met ses boutons n'importe où, on met ses écrans n'importe où sur la page. C'est pas forcément très beau, mais ça répond aux besoins très vite. Mmh. Et j'avoue que pour ça, Bubble est très très fort. Et je vois pas d'équivalent. Je vois pas d'équivalent aussi simple que Bubble pour ça. Et alors, aussi simple que Bubble, encore une fois, je pense qu'il y a un gros biais dès qu'on a appris Bubble, c'est qu'on pense que c'est facile. Alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. C'est lorsque je montre Bubble à quelqu'un, parce que je lui dis, mais regarde, c'est facile, ça se fait très vite sur Bubble. Je montre, alors c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le no-code, hein, je lui montre mon écran, je lui dis, voilà ce qu'il faut faire, tu fais ta base de données, nanana. Et là, je me rends compte que tout ce que je lui dis, c'est vraiment du chinois. Mais vraiment. Et en fait, ça paraît facile lorsque tu es dedans, en fait, un peu comme nous, on est un peu entrepreneur, on a touché à plein de trucs, d'outils, etc. Donc ça paraît évident. Mais en fait, pour des gens qui ne connaissent pas du tout, c'est hyper dur. Donc c'est pas si facile que ça de faire ça sur Bubble. Mais quand tu connais Bubble, bah, tout te paraît facile. Et du coup, effectivement, c'est la première chose que je ferais, c'est je me mettrai aucune barrière à l'entrée pour faire ce projet, pour faire quelque chose. Donc, je vais sur un truc que je connais, qui est Bubble. D'ailleurs, c'est comme pour des développeurs, il ne faut pas chercher le meilleur langage de programmation. Il faut prendre le langage de programmation qu'on aime bien, sur lequel on est à l'aise. On ira beaucoup plus vite que d'aller chercher le meilleur langage pour l'application que je veux en faire, qui finalement s'en fiche un peu. Tu vas juste tester ton idée, aller vite, et donc ton code sera mieux fait sur un langage que tu connais qu'un langage que tu connais pas. Donc que tu fasses ça en PHP ou en Node.js, on s'en fiche. Ouais, ça, c'est tellement vrai. Enfin, le fait de vraiment de s'approprier la bonne la techno. Puis de toute façon, je veux dire, la bonne techno, le bon langage, bah, ça reste toujours un peu... Enfin, c'est difficile d'être objectif, quoi. Je veux dire, ce que va te dire une personne, une autre va te dire l'inverse. Après, je te rejoins sur le fait que Bubble, aujourd'hui, je pense que sur la scène vraiment no-code, on pourrait même dire à la limite du low-code avec les plugins, si tu commences après à les développer, ou... Il y a pas vraiment d'équivalent, quoi. Je veux dire, ils ont une avance quand même qui est assez importante. Il y a eu un peu des frictions qui sont passées avec leur pricing, quand ils ont fait la bascule, mais je veux dire, l'outil aujourd'hui, moi, j'en ai testé un autre là dernièrement qui s'appelle Noodle. Je sais pas si tu as eu l'occasion de... Je l'ai que vu, mais j'ai pas été plus loin. Bah, j'ai commencé à faire des petites choses, des petites apps, etc. L'outil, franchement, il a un très gros potentiel, hein, très clairement. Alors attention, je précise, si on doit démarrer aujourd'hui, je reste quand même sur Bubble, mais plutôt dans un cas où j'ai besoin d'avoir une app qui va pouvoir scaler sur du long terme. C'est une logique qui est quand même beaucoup plus complexe, je trouve, que Bubble. On le voit très vite. Je veux dire, Bubble, c'est une simplicité. Je prends mon bouton, je le mets sur ma page, ça se fait beaucoup plus vite. Noodle va être plus complexe, mais on est sur du low-code où je vais faire mes fonctions, ça va se coder. Mais tu as la partie IA qu'ils ont rajoutée qui facilite les choses, mais tout de suite, t'es pas du tout sur le même niveau de complexité. Je veux dire, pour faire quelqu'un qui fait du Noodle et qui va être expérimenté dessus, bah, je pense qu'il va faire que du Noodle, quoi. Je veux dire, il doit être très très bon dessus. Tout comme quelqu'un qui va faire du Bubble, il doit être vraiment très très... Enfin, il doit en faire quasiment pendant 2, 3, 4 ans dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que s'il y a quelqu'un, le no-code, on peut se dire que l'apprentissage, vu que c'est du no-code, que ça va être rapidement. Il y a des technos, bah, à l'instar de Bubble,
pour les maîtriser, il faut avoir vraiment fait beaucoup, passer beaucoup de temps, beaucoup de projets dessus, quoi. Est-ce que tu as des choses que tu avais faites au départ, des erreurs, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui démarre sur Bubble, que tu conseillerais de faire différemment sur des fins, je parlerai no code, mais là, on peut parler plus spécifiquement de Bubble. Mais la première que j'avais faite, je pense que c'est la partie sécurité, hein, le premier truc, voilà, du moins le truc qui me vient le plus en tête. La deuxième erreur, c'est que j'avais tout mis sur des pages différentes, sur Bubble. Donc, c'est des problèmes de performance. Dans le sens où dès que tu cliquais sur une page, ça ouvrait une autre page, etc. Et du coup, tout de suite, je me suis fait accompagner par Matt Mazega, qui est le fondateur de Tixo. C'était en 2018 sur les forums. Et là, grâce à lui, j'ai par exemple pu tout de suite monter rapidement en compétences sur Bubble. Et encore, j'étais un peu à la traîne par rapport à chaque fois, parce qu'ils ont quand même une agence, ils vont très vite. Et du coup, j'ai pu un peu contrer ces problèmes-là de jeunesse avec Matt. Mais voilà, en tout cas, c'était des problèmes de performance et des problèmes de sécurité. C'est les deux trucs sur lesquels je me suis planté au début, mais c'est pas très grave en fait. C'est peut-être normal en fait de se planter là-dessus. Tant que le métier était content de son outil, qui était là et qui faisait plein de trucs, il gagnait, je sais pas, 5 heures par semaine juste avec l'outil. Voilà, donc c'est la première fonctionnalité que tu fais, tu es hyper content et après tout s'enchaîne. La base de données, j'avais pas eu trop de soucis pour la modéliser. Ça peut être une erreur, à mon avis, assez commune lorsque tu démarres, surtout si tu n'as pas l'habitude des bases de données. Et surtout, en fait, le problème, c'est que même si tu as l'habitude des bases de données, Bubble ou l'outil no-code en question a sa propre manière de faire. Tout à fait. Et résultat, il faut comprendre comment fonctionne la base de données de l'outil no-code que tu vas utiliser pour pas te planter. Sinon, en termes de performance, tu vas aussi te prendre une claque. Donc ça, c'est assez étonnant. Mais c'est vrai que les outils no-code ont une manière de faire des bases de données différentes des bases de données classiques. Clairement. Voilà, sur Bubble, ouais, c'est le cas. Et puis moi, il y avait une erreur, je sais pas si toi, si tu l'avais faite, c'était le back-end workflow, où je veux dire de l'avoir sous-utilisé. Toi, tu l'as... À l'époque, je pense qu'il était très sous-utilisé, effectivement, mais comme j'avais une page pour chaque fonctionnalité, c'était pas très... ça se voyait pas tant que ça. Mais oui, effectivement. En fait, après, et surtout, je suis jamais parti d'un template. Je pense que c'est une erreur de démarrer avec un template. Alors peut-être pour se former, etc., mais ne jamais faire son application avec un template entièrement, parce qu'il y a tellement de fonctionnalités qui sont pas faites pour vous que ça va ouvrir des brèches, des brèches de performance, des brèches de un truc qui existe et qui est encore disponible sur le site alors qu'il faut pas qu'elle soit disponible. Par exemple, un panel admin par défaut, où on peut changer des rôles, etc. S'il reste accessible alors qu'il fallait pas. Il y a plein de choses comme ça, donc je ne recommande pas du tout les templates. Ça va alourdir l'application, peut-être pour apprendre, mais c'est tout. Et ensuite, non, effectivement, c'est juste utiliser tout ce qu'il faut pour les back-end workflows. Effectivement, c'était un point important. Sur Bubble, effectivement, un autre sujet, c'est la partie de factoriser aussi. Les custom events sont vraiment hyper importants pour faire des custom workflows sur l'application. Et par exemple, moi j'avais un truc qui était ouvrir une page candidat. En fait, j'ai appelé plein de partout, surtout ouvrir un candidat, ça ouvrait le pop-up avec la fiche du candidat, etc. Et résultat, ce bouton était partout, sur les listes, sur le dashboard, etc. Donc à la place de faire à chaque fois un workflow différent pour dire ouvrir ce candidat, il y avait un custom event qui fait ouvrir le candidat, qui ouvre la pop-up avec en entrée comme data l'unique ID du candidat. Et il y a à peu près une dizaine d'actions à chaque ouverture d'un candidat. Donc voilà, donc c'est typiquement le genre de choses qui permet de maintenir au fil de l'eau. Et du coup, j'ai fini par utiliser des templates, mais j'ai utilisé Canvas de RDev et OpenBuild de Tixo. Ils sont vraiment totalement différents. Mais j'ai fait sur les deux. Et donc d'ailleurs, NoCodeNoah, qui était notre premier outil pour la sécurité d'application Bubble, lancé en 2021, était fait avec Canvas, donc d'RDev, qui est un super template. Mais effectivement, il faut être quand même un bon connaisseur de Bubble avant de se lancer là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qui sont presque du low-code. Et si on ne comprend pas la logique de Bubble, on ne peut pas comprendre la logique de Canvas. Tixo est un peu plus facile avec leur template OpenBuild. Et donc, j'ai fait les deux qui sont autour en prod d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé OpenBuild. C'est beaucoup plus brut. Il y a moins de fioritures. Et ça marche très bien aussi.
Clairement. Je trouve que les templates, c'est souvent l'erreur qu'on peut faire de démarrer sur un template. Je sais pas, j'ai envie de faire un Airbnb, je vais prendre le template Airbnb et je vais le mettre en place. Donc, tout dépend si c'est exactement la même chose que tu souhaites faire. Bah, à la limite, why not? Mais c'est très rarement le cas. L'erreur principale qu'on peut faire, ça va être de prendre le thème. Et après, dès que tu vas vouloir faire une modification, il y a plein de choses qui vont être imbriquées. Et vu que tu l'as pas fait, bah, tu sais pas exactement. Et si tu me fais le combo du je l'ai pas fait et je connais pas trop Bubble, tu te retrouves à gérer quelque chose qui va être très très compliqué dès le départ. Et, et Mais pardon, mais après coup, effectivement, redémarrer quand tu es connaisseur sur un template comme OpenBuild, là complètement. Parce que ça va remplir tous tes option sets comme il faut. Ça va bien préparer ta base de données, etc. Les rôles, les permissions. Donc je suis assez preneur après coup d'un template comme OpenBuild pour aller beaucoup plus vite. Ouais. Alors je pense que chaque agence après a son propre template, mais en tout cas pour celui-ci, moi c'est un truc. Enfin, je referai pas une application Bubble sans un template comme OpenBuild. après, ceux-là, je pense qu'ils sont. Sur lesquels je pense, c'est plus les thèmes, tu vois, par exemple, ceux qui va y avoir de zéro code Ouais, c'est vrai. ou autre, où là, tu as vraiment le truc qui est tout imbriqué tous en un, quoi. Ouais. Et là où je te rejoins, moi, c'est plus trop le cas maintenant, ils sont quasiment tous été mis à jour. Mais typiquement, au début, il y avait beaucoup de templates qui étaient avec l'ancien mode responsive. Et le simple fait d'avoir ça, bah, déjà, ça te fait en sorte que ton app soit plus lente de base, quoi. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle un peu plus d'entrepreneuriat. Comment ça se passe au niveau là, de ton équipe? Donc là, vous êtes deux. Vous êtes répartis les rôles comment sur la boîte? Bah, c'est assez facile, hein, donc Kevin est vraiment un développeur depuis bien 8 ans. Et moi, je suis plutôt un no-codeur. Donc, en fait, on s'est associé de manière assez simple là-dessus. Au début, lui faisait la partie back-end et moi la partie front-end en no-code. Ce qui était hyper pratique pour la partie donc, sécurité il y a 2 ans. Et on a adoré la manière dont on a travaillé parce que du coup, je lui demandais que les problèmes un peu durs. Dès qu'il avait besoin d'une API pour aller vérifier quelque chose, il la faisait. Et moi, je me connecte simplement à l'API avec Bubble. Ça, c'était vraiment une expérience de développement qui était assez magique parce que quand un client te demande quelque chose, du coup, je pouvais y répondre très vite. Et lui, il me donnait toujours la même donnée en entrée, ce qui fait que j'étais assez libre derrière de faire ce que je voulais. Donc, hyper intéressant. Voilà, donc on s'est réparti les rôles comme ça. Et maintenant, c'est aussi lui également qui fait le front parce que du coup, notre application n'est plus en no-code. Parce qu'il faut que ce soit auto-hébergé. Enfin, on a plein de contraintes techniques qui ne nous permettent pas de le faire en no-code. Voilà, donc moi, je suis à l'écoute du client, j'écoute les users, j'ai mon passé de no-codeur pour comprendre les besoins. Et avec lui, on travaille sur le produit pour le développer. Il a une équipe du coup de développeurs et moi, j'ai une équipe avec une Customer Success et la partie Sales. Ok. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup, enfin, au tout début. On sait ce qu'il y avait JB aussi. Donc, c'est-à-dire il y avait un dev. Donc, JB, c'est lors du premier épisode du podcast de Noxmakers. Ils avaient ce système-là où il y avait un développeur qui développait aussi la partie API, la partie backend. Et donc, JB qui faisait la partie Bubble et qui faisait justement les petites modifs pour répondre aux clients très rapidement. Et je savais pas que tu avais fait ce fonctionnement-là aussi. Ouais, c'est le tout début. Mais en fait, c'est la meilleure. Sûr que si tu fais du no-code, c'est vraiment la manière dont il faut le faire, c'est que la personne qui est au contact des clients doit être celui qui a la maîtrise de l'application. Surtout au début, en fait, où tu as besoin d'aller très rapidement donner de la valeur au client pour que ça passe sur un effet boule de neige, etc. Il faut juste faire attention à ne pas aller trop loin. Sinon, tu deviens une boîte de service, tu fais un outil que pour une personne. Mais effectivement, il n'y a rien de plus satisfaisant quand tu es au support client de pouvoir dire « Ah ok, j'ai vu ton problème, voilà, c'est en ligne. » En à peine une demi-heure. En une demi-heure, tu as ajouté un bouton qui fait un export. L'expérience utilisateur, elle est incroyable. Imagine, tu demandes ça à HubSpot ou à Salesforce de rajouter un bouton parce qu'il manque un truc. Tu attends 3 ans avant de l'avoir. Donc, cette expérience que tu crées au début quand tu montes ta boîte, elle est hyper importante. Et résultat, tu as des clients hyper satisfaits et ça t'aide à lancer ta boîte. Et donc, c'est vraiment dommage de séparer effectivement le développement de ton produit avec celui qui est au contact des utilisateurs et qui connaît le besoin. Voilà. Tu vas beaucoup plus vite pour faire plein de choses. Et si c'était à refaire, effectivement, je referais ça tout de suite. Enfin, n'importe quel SaaS. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas trop pour les agences. Parce que c'est un peu dommage, on casse un peu ce système-là où en fait c'est le fondateur qui délègue un peu le produit
à une agence. Alors, il y a plein d'autres cas, effectivement, où c'est pertinent. Mais lorsque tu montes ta boîte pour toi-même, et si tu délègues tout de suite à un freelance ou à une agence, bah, finalement, tu perds un peu cette vitesse d'exécution pour effectivement répondre aux besoins rapidement du client et ça va te coûter encore plus cher à chaque fois, etc. Alors que se former, c'est pas si long et tu peux le faire. Donc, voilà, donc il faut se former là-dessus. Moi, ça est juste un gain de dingue et j'ai qu'une envie presque de remonter un autre SaaS comme ça, un micro SaaS spécialisé dans un sujet avec du no-code pour juste revivre un peu ce moment-là. Ouais, après, je pense que c'est. En fait, tout dépend après Enfin, moi, je pense que de tout délayer et de sans connaître la techno no-code en question, ou même. Enfin, bon, si c'est du code, c'est encore différent, mais si c'est du no-code, je pense que c'est clairement pas la bonne solution parce que derrière, en fait, si tu peux pas comprendre exactement, tu vas pas être en capacité de dire oui, c'est pertinent, ça, c'est pas pertinent. Par contre, je trouve que nous, ce qu'on fait avec pas mal d'entrepreneurs, c'est on va les aider, on va les coacher, on va les accompagner à mettre en place eux-mêmes l'application quand ils le souhaitent et qu'ils ont aussi le temps pour pouvoir le faire. Donc comme ça, ils comprennent, ils mettent les premières briques de l'app et très vite, ce qui se passe, c'est que dès que ça commence un peu à prendre, nous, on va prendre le relais sur les parties très techniques. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a des sujets qui vont être vraiment très poussés, où la personne, elle va pas être confrontée 150 000 fois. Tu vois, par exemple, là, tu as parlé d'un export CSV. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui peut arriver assez souvent, mais des fois, il y a des fonctionnalités ou des automatisations qui vont être assez poussées, où finalement, le fait de le ROI ne va pas nécessairement être pertinent, puisque la personne en question ne va pas être reconfrontée dessus. Et si elle l'avait mis en place, ça lui aurait pris des journées et des journées. Alors que s'il y a quelqu'un qui va le mettre en place, en une demi-journée ou autre, ça peut aller très vite, quoi. Donc je pense qu'il y a une part des choses, mais là où je suis assez d'accord, c'est le fait que de se former, de comprendre les technos, c'est qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui ait ce relais-là, je pense que c'est toujours super important. Ouais. Sinon, tu peux vite faire les mauvaises erreurs. Et après, d'être débutant et de l'apprendre petit à petit en faisant des erreurs, c'est le jeu, je veux dire, ça en fait partie. Mais d'être vraiment remettre les clés complètement, je pense que ça peut être plus compliqué sur du long terme. Ça peut être faisable s'il y a pas mal de business qui sont gérés, que la personne a l'habitude. Mais pour moi, il faut quand même être un entrepreneur qui a quand même pas mal d'expérience. Je veux dire, si c'est ton première boîte et tu fais ça directement, je pense que ça va être plus compliqué parce qu'il y a tellement de sujets. Je veux dire, là, on parle de code, mais il y a tellement d'autres sujets qui sont imbriqués que ouais. Et au niveau donc au niveau de tes associés, là, au niveau de l'équipe, donc là, j'imagine, il y a une grosse partie, donc ça va être des développeurs au niveau de l'équipe. Ils êtes tous basés à Lyon, comment vous faites? Ils sont tous en remote, mais là, on a une concentration autour de Dole, donc proche au sud de Dijon. Voilà. Ok, Donc, comment ça se fait? c'est mon associé qui y est, donc Ok. il était là-bas. Il est passé un peu à Lyon quand même au début, et après il est retourné là-bas. Donc effectivement, ça fait un peu la maison start-up avec tout le monde qui débarque chez lui de temps en temps. Donc voilà, c'est assez amusant. Donc on n'est pas du tout concentré sur une ville, ni Paris ni Lyon en fait. Et voilà, c'était un peu éparpillé, mais finalement ça s'est centralisé autour de Dole. Et donc là, ça veut dire que là, une grosse partie de l'équipe elle est en remote. Comment ça se passe? Vous réunissez après de temps en temps dans l'année ou... Typiquement demain j'y vais donc avec l'équipe de Lyon. Donc à Lyon on est 3. Et effectivement on se voit quand même assez souvent. Donc on a des meetings toutes les semaines et dès qu'on peut on se réunit tous. Donc on a des meet-up tous les 3 mois où là on fait vraiment un truc ensemble, etc. Et sinon c'est de temps en temps on réunit une partie de l'équipe à gauche à droite. Donc en fait à Lyon on se voit souvent, donc on est effectivement en physique. Et à Dole, il se voit peut-être une fois tous les 3 jours, donc finalement c'est quand même assez rapide. Donc on se voit assez souvent. Mais il n'y a pas de politique d'obligation au bureau ou d'obligation remote. Les deux sont possibles. Et voilà, ça rend la chose assez flexible. Et dès qu'on a envie de se voir, on se voit. Ok. Et tu penses quoi du coup là, c'est un peu un mix, mais s'il y a quelqu'un qui va être en 100% remote, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel vous êtes ok ou... Complètement, ça dépend des métiers. En fait, je reviens un peu sur le remote. Je pense pas encore avoir un avis totalement tranché. Je pense que le remote est possible et performant si tu as des objectifs précis dans la semaine qui sont mesurables et qui sont factuels. Exemple, un commercial. Un commercial, tu peux le mettre en remote, en full remote, il n'y a aucun problème. Car à la fin de la semaine, il doit avoir eu un nombre de rendez-vous,
un nombre de meetings, un chiffre d'affaires qui doit rentrer. Et si ça n'a pas avancé, il y a un problème. Donc, si ces objectifs sont précis, factuels, et qu'on ne peut pas dire ah oui, mais il y avait ça et ça et ça, tu peux le mettre en remote, il n'y a pas de problème. Si en revanche, c'est un autre métier, où c'est moins factuel, où effectivement il y a beaucoup de possibilités d'interruption parce qu'on n'avait pas mesuré l'ampleur du travail, on ne savait pas combien de temps ça allait me prendre de faire un article, on ne savait pas. Et bien, c'est hyper compliqué. Et donc, plus les tâches sont mouvantes et ne sont pas les répétitives et ne sont pas les mêmes tout le temps, c'est très compliqué effectivement d'estimer ça. Et je trouve que si tu n'as pas un objectif précis et clair et mesurable et que tu sais à peu près combien de temps ça prend, c'est très dur de piloter des personnes en remote. En revanche, pour soi-même, pour les personnes en remote, tant qu'ils ont des objectifs clairs à la fin de la semaine, c'est bon, il n'y a pas de souci, ils peuvent avancer. Mais effectivement, tu ne sais jamais si c'est assez, si c'est pas assez, etc. Il y a un peu ce problème de la charge de travail que tu ne peux pas mesurer tant que ça. Alors que quand la personne est à côté de toi, tu peux voir qu'elle galère, tu peux voir qu'il y a un problème, etc. Et voilà, donc tu peux vite l'aider. Tu peux aussi comprendre pourquoi c'est lent, parce que tu vois vraiment qu'il y a un vrai problème. Voilà, donc, et après, le fait qu'on soit en remote, on ne s'interdit pas du tout de se déranger très, très souvent. Donc le chat est très, très, très utilisé. On n'a pas eu tout ce problème de dire « Ah non, il doit être en réunion, ah non, on n'est pas à côté, donc je vais attendre d'être à côté pour lui parler ». Ce qui fait que ça casse aussi pas mal de problèmes très vite. Ok. Moi, au tout début, j'étais assez partisan, tu vois, du full remote aussi. Bon, même si je pense que c'est toujours important au début d'apprendre à se connaître et quand même d'avoir une partie un peu en physique au début, histoire juste déjà de comprendre l'entreprise, les valeurs, comment on fonctionne et tout. Et après, petit à petit, d'être limite en full télétravail, mais au fur et à mesure avec le temps, je trouve qu'il y a une partie présentielle. Enfin, nous, dans notre cas, je pense que c'est important, tu vois, juste pour pouvoir voir comment la personne fonctionne. Comme tu le disais, s'il y a un problème, tu le vois direct, boum, tu le fais. Puis surtout quand on a une petite équipe, tu n'as pas forcément beaucoup de dispo et finalement, tu vas le faire entre deux réunions ou autres et c'est beaucoup plus simple, je trouve, que de le faire. Après, voilà, pour moi, quand je dis ça, c'est pas en mode full présentiel. Je pense un mix des deux. Pour moi, il est pertinent. Mais là où full présentiel ou full remote, je suis. Et, je pense que c'est un sujet autour du deep work. C'est un peu mais c'est le même problème en physique. C'est comment ne pas être dérangé pendant 2 heures, 4 heures. En physique, c'est le même problème. Tu peux être dérangé parce que quelqu'un veut un café ou autre. Et je pense qu'il faut essayer à se mettre un peu. C'est quelque chose qui n'est pas encore fait, mais il faut vraiment que j'arrive à le faire. Enfin, du moins, c'est un truc que je veux expérimenter. C'est même à distance ou en physique. Peut-être se réserver toutes les matinées où effectivement ce n'est pas du travail collaboratif. Et c'est vraiment pour toi, c'est pour tes tâches. Et l'après-midi, tout le monde peut se parler, etc. Et ça vaut peut-être le coup de se mettre des œillères juste sur une partie de la journée pour être simplement plus productif, que ce soit en physique ou à distance. Et je pense que ça peut effectivement avoir un peu les meilleurs des mondes toujours ensemble. Et voilà. Et effectivement, c'est un sujet qui c'est pas fait. Mais enfin, même aussi, je pense que tu es vite dérangé toi aussi. Ah oui, complètement. En fait, c'est pour ça. Enfin, là, ce que tu dis, c'est si vrai parce que quand tu vas être en physique, souvent, on peut dire oui, la personne elle va être en télétravail, elle va moins travailler ou autre. C'est un peu la mauvaise image qu'il y avait. Alors qu'en réalité, la majorité des cas, c'est l'inverse. On peut dire, tu vas être en télétravail, tu vas être très productif. Surtout si tu vas avoir une tâche ou de développer ou d'être sur je sais pas, quelque chose de vraiment très précis que tu veux mettre en place. Tu peux vraiment te mettre en mode écouteur et bombarder au maximum. Là où si tu vas être dans un bureau, tu vas avoir des discussions, tu auras des questions, du coup tu vas répondre, tu vas remettre 10 minutes à te remettre dessus, tu vas répondre à une question et ça peut vite être après Ce sont quoi tes heures les plus productives, toi? Ça dépend ce que je veux faire, mais généralement, moi je suis plus du soir, donc là où je vais vraiment être très très productif, ça va être en fin de journée malheureusement. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Alors pourquoi c'est le soir? Parce qu'il n'y a personne. Et parce qu'il y a plus les employés, il n'y a plus les clients, et donc tu es tout seul. Et en fait, on pourrait très bien se créer des moments du soir, le matin. Il faut juste réussir à se mettre des œillères. Si t'es du matin? Oui. Je pense qu'on peut l'être. Non, mais si tu travailles en disant, allez, ce matin, j'ai 4 heures où je vais être tout seul, je vais faire mon truc, etc. Mais oui, effectivement. Non, je pense qu'on ne sait pas si on est du soir ou du matin. Juste que le soir, il n'y a personne. Donc, il y a une sorte de plénitude, de repos. Et on se dit, c'est bon, tout le monde est chez soi. Et c'est normal que je ne réponde pas parce que du coup, il n'y a pas besoin de répondre. C'est pas des heures de travail. Donc, je peux être focus. Et je pense qu'on peut se créer ce genre de moment ailleurs dans une journée de travail normal.
mais il faut réussir à se bloquer et peut-être mettre toute la boîte sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être un seul souci, c'est lorsque tu as besoin d'avoir les réponses des gens pour avancer, mais c'est pas le cas le soir, donc il n'y a pas de raison que le matin tu puisses pas le faire. Donc c'est un petit challenge que j'ai envie de me mettre. Ouais. Non, mais je pense que sur ça, moi, il y a une app que j'ai découverte il y a pas longtemps. Je sais pas si c'est marketing ou pas, mais qui s'appelle Handle. Et c'est une app qui te permet de mettre des sons qui vont favoriser la productivité. Et justement, te mettre un peu en mode deep work. Donc, tu mets tes écouteurs, tu te mets une session, pas moi, d'une heure ou autre, et tu as ta musique. Et en fait, le fait de faire la répétition, après, ton cerveau il va associer la musique au fait que tu dois être vraiment en mode hyper productif. Et là, quand je fais ça, je coupe toute notification, très, très, très focus. Mais si je devais vraiment répondre par moi-même, en fait, même quand je vais être je sais pas, moi, en télétravail toute la journée, je sais que le matin, moi, je vais plus avoir des routines matinales, méditation, sport, des choses comme ça, où là, ça va être bon. Mais si j'ai besoin vraiment d'être en mode construire un produit ou faire, je sais pas moi, faire un vrai programme, un plan stratégique sur le sales ou autre, ça va être en fin de journée où là, je vais être très, très intensif pendant plusieurs heures ou le matin, là, ça va être un combat qui va être différent. Ouais. Peut-être que si t'es moins du soir, tu seras plus du matin, du coup, que tu pourras te coucher plus tôt. C'est vrai. Mais j'avais lu un livre sur Miracle Morning sur ça et j'avais réussi à faire un switch temporaire où j'arrivais bien me motiver et tout, mais il faut se lever beaucoup plus tôt le matin. C'est vraiment un cycle. Et petit à petit, je me suis laissé adapter finalement à mon cycle entre guillemets naturel. Ouais. Je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on doit se mettre en petite routine ou autre qui sont tellement importantes que sur ça, je préfère laisser mon cycle et fonctionner de cette façon. Est-ce que ça va durer longtemps, on ne sait pas encore. Mais ok, ouais. Mais bon, avantage, inconvénient de toute façon sur la partie full télétravail ou au bureau. Ouais, je pense que le sujet, effectivement, n'est pas là. C'est plutôt réussir à être productif pendant ces horaires de travail, que ce soit chez soi ou au bureau. Et voilà, c'est pas juste être au travail ou chez soi. Ouais, clairement. Et là, aujourd'hui, donc là, sur la partie au niveau du projet NC Scale, comment est-ce que vous réussissez, j'imagine, à vous faire connaître? C'est quoi les stratégies que vous avez mis en place? C'est toi qui es plus sur cette Ouais. partie-là? C'est vrai. Donc cette partie communautaire, on va dire. Ça a commencé par la communauté, ça a commencé par la sécurité. Donc on a une... En fait, on côtoie les gens du no-code depuis 2 ans, quoi. Enfin, et c'est génial. Enfin, moi, j'adore ce monde-là. Et donc, on se fait connaître naturellement en partageant des ressources, en partageant des observations, en aidant les gens dans cette communauté. Naturellement, on prend les besoins, on voit les problèmes. Par exemple, la partie des dépendances, c'était un sujet qui a monté très souvent. On ne savait pas trop comment y répondre rapidement pour dire, OK, quelqu'un veut juste savoir où est-ce qu'il utilise ce service dans l'ensemble de son application, que ce soit sur Make, Zapier, Airtable, Bubble. Et donc, c'est grâce à ces petits retours-là qu'on arrive effectivement à avoir le produit. On dit, tiens, on va faire ça. Et donc, en partageant, en écoutant, c'est que Slack est très bien, enfin, le Slack No Code France, c'est très bien pour ça, c'est qu'on voit défiler tellement les problèmes des gens que naturellement, tu peux dire, tiens, on va répondre à ce problème-là qui revient souvent. Okay. Donc, on se fait connaître simplement en partageant et en aidant les gens assez naturellement. Et après, il y a quand même le No Code Summit qui est, bon, c'est en plus, c'est un bonus, mais effectivement qui nous permet de nous impliquer davantage et d'essayer, comme nous, on essaie de tirer le no-code vers du meilleur no-code. Le No Code Summit, c'est un peu pareil. On essaie de montrer que le no-code, c'est sérieux. Ça nous va très bien. Et on peut mettre en avant les meilleures bonnes pratiques qu'il existe dans le monde du no-code et les partager au plus grand nombre à travers le Summit. Et donc là, si je comprends bien, vous avez identifié les besoins sur le Slack, des besoins qui étaient assez récurrents. Et comment vous fonctionnez encore aujourd'hui au niveau vous avez un pool de personnes que vous allez interviewer tout le temps? Comment vous... Alors, au tout début, on a commencé en disant quel est le truc le plus simple que les gens ont besoin. Et c'était le versioning. Et en fait, on s'est planté. Donc, clairement, ça a beau être un vrai besoin, une vraie pain, en disant j'arrive pas à comprendre ce qui est différent entre ma version précédente et celle-ci. Et pourtant, c'est pas, une fois qu'on l'a mis en place, l'effort pour réussir à avoir ça était tellement lourd que ça marche pas. Donc, il faut pas juste réussir à comprendre le besoin, il faut aussi réussir à y répondre de manière simple, sans aucune friction. Ce qui n'est pas du tout facile lorsque tu innoves et lorsqu'il n'y a pas de concurrent qui montre un peu le chemin, quoi.
Donc c'est compliqué. Mais aujourd'hui, du coup, comment on fonctionne, en fait, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui s'inscrivent tous les jours. Et du coup, on a beaucoup de feedback. Et c'est très bien parce qu'on peut très vite comprendre, OK, ça c'est en trop, ça c'est pas en trop. Et comme on est ouvert à plein d'outils, il y a plein de, enfin, on a beaucoup d'intégration. Et bien, on a plein de demandes assez variées aussi, d'outils différents, etc. Donc, on prend tous ces feedbacks-là, on les note tous dans un Bezero, on les classe tous par priorité, on dit qui a demandé quoi. Et ainsi, lorsque ça sort, déjà, on peut dire à la personne, on a bien noté ton besoin. Voici à quoi il ressemble. Et, lorsqu'il sort, lorsqu'on a développé la fonctionnalité, on est capable d'aller contacter tous ceux qui nous ont parlé de ce besoin, en leur disant voilà, on a développé pour toi la fonctionnalité, etc. Ok. Est-ce que tu peux donner un feedback, etc. Ça, c'est hyper intéressant parce que en termes d'expérience utilisateur, moi, j'ai toujours rêvé, en tout cas, lorsque je demandais à un SaaS quelque chose, d'être informé de son évolution et de savoir si c'était fait et vraiment être informé, mais vraiment. Et pas juste dire oui, c'est bon, on l'a pris en compte et on verra plus tard. Et donc ça, c'est hyper agréable d'avoir effectivement cette liste-là. Et du coup, lorsqu'on reçoit un feedback, on se permet de pouvoir leur donner la liste des feedbacks qu'on a sur eux, avec l'ordre des priorités. Et donc, par exemple, avec une, on avait, je sais pas, peut-être 6 feedbacks, et je lui ai fait un petit screenshot de ces 6 feedbacks avec ces 6 besoins, et en lui disant, ben voilà, l'ordre des priorités. Je ne peux pas donner une date de livraison, mais je peux au moins dire, c'est pris en compte, et voici la priorité. Si tu n'es pas contente avec la priorité, bah, fais-nous un retour, et puis on peut corriger. Mais voilà. Et ça, je trouve ça tellement important d'avoir un endroit où structurer tous ces retours. Il y a des outils qui permettent de le faire, mais en fait, un simple Bezero avec la liste des users synchronisée, ça suffit largement. Et ça marche bien. Le truc que je vois là qui va peut-être manquer, c'est après les systèmes de bots où tu peux Ouais. voir vraiment les personnes qui C'est vrai. faire un tri finalement entre les différentes demandes, mais finalement, de façon indirecte, les personnes qui vont te faire la demande, tu sais que c'est des demandes critiques parce que tout le monde ne va pas le faire. Ouais. Et si tu as 3 ou 4 fois la même demande qui revient, bah, ça te permet aussi de faire un tri. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans le monde du no-code, les gens qui font du no-code sont très enthousiastes à tout. Et ils ont une manière de demander des choses qui est « Ah, mais il faut absolument ça va changer ma vie ». Parce qu'on est tous des no-codeurs et on sait très bien ce que c'est qu'on est hyper excités, quoi. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, on a envie d'y aller, on est des early adopteurs en permanence. Et c'est un vrai problème pour ceux qui créent des outils no-code, c'est de ne pas se faire avoir par cet effet d'emballement qu'on peut avoir autour d'une nouveauté. Et finalement, lorsque c'est sorti, ah bon, finalement, ça va, je me débrouille. Voilà. Et il faut réussir à faire la part des choses. C'est pour ça que ce serait important d'avoir une liste précise des besoins et pouvoir mettre, grâce à la priorité, mettre une notation un peu pour soi-même en disant ça, je sais que c'est vraiment nécessaire, ça, je sais que c'est pas vraiment nécessaire. Je comprends le besoin, je vois pourquoi elle veut ça, mais est-ce qu'il faut vraiment que la faire, ça va pas changer les choses, quoi. Donc voilà, effectivement, il faut toujours garder un peu sa patte pour éviter de se faire avoir par cet effet d'emballement qui peut être assez courant, je pense. Alors, moi, je parle de notre outil, mais il y a peut-être d'autres produits pour lesquels c'est pareil et pas que dans le monde du no-code. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on vit. Mais là où je trouve que dans le no-code, c'est encore plus amplifié, c'est que très vite, moi j'ai vu plein de fois des produits qui étaient simples à la base, où il y a plein de retours, où la personne après, un peu aussi dans l'emballement, mais de l'autre côté, du coup, entrepreneur va rajouter plein de fonctionnalités. Et souvent, ça, vraiment, ne faites pas ça, parce que ça devient après une usine à gaz, quoi. Et le souci, c'est que si ton produit est tellement complexe, même si tu as toutes les fonctionnalités, il faut que les personnes puissent les retrouver, savoir comment utiliser l'application ou la plateforme. Et finalement, d'avoir beaucoup de fonctionnalités, des fois, ça nuit juste à utiliser ton produit en lui-même, quoi. Et le fait d'avoir justement des petites étapes comme ça, de faire en sorte qu'il y ait des demandes ou autre, ça permet de temporiser, de faire en sorte de vraiment de revoir, de prendre le temps et de sélectionner les fonctionnalités les plus importantes. Et là, ce fonctionnement-là, je pense qu'il est pertinent. Après, je me demande, tu vois, si vraiment le phénomène si le vote te permettrait pas d'avoir justement des personnes qui demanderaient pas le... Oui, sans doute. Et d'ailleurs, c'est un truc sur lequel on pense. Ouais, on va sortir ça du coup. Aujourd'hui, en fait, N6Scale est gratuit parce qu'on est en train de faire des intégrations partenaires et on pense qu'on aura beaucoup de valeur avec ces intégrations partenaires et on veut avoir le maximum d'usage. Et comme on a ce côté un peu gratuit communautaire, on a une envie de donner la roadmap un peu plus à la communauté. Et du coup, c'est effectivement
quelque chose qui va arriver. Bon, c'est bien, c'est qu'on pourra tout reprendre, etc. On a encore des choses à vérifier pour le faire, mais je pense que d'ici effectivement fin août, au début septembre en tout cas, on va lancer cette roadmap un peu plus publique, qui effectivement apporte ce côté où des gens voient aussi où on va, peut-être du coup plus intéressés par ce qu'on fait, etc. Donc c'est hyper intéressant. Ok. Il y a un truc que j'ai vu sur votre site justement qui met bien en avant cette stratégie-là d'évangélisation, de faire connaître un peu la partie de NC Scale et la partie scalabilité, c'est les awards que vous mettez en place sur votre site. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que je trouve ça met en avant justement des startups qui ont utilisé Stack No Code ou par définition, les détracteurs pourraient dire c'est pas possible de pouvoir faire ça en no code ou autre, quoi. Ouais. Bah, les awards, c'est né suite au No Code Summit, hein. Donc on a fait le No Code Summit et pendant le No Code Summit, on voulait mettre en avant des boîtes qui effectivement qui font une très bonne évangélisation du no code par leur exemple. Et effectivement, on avait Finoto du coup qui était une boîte qui utilise Make à grande échelle. Et ils ont levé 700 millions et ils ont un revenu annuel récurrent d'à peu près 200 millions, je crois. C'est monstrueux. Après, ils font de la location de voitures, donc c'est normal, mais ça permet quand même de voir qu'on peut faire du no-code à grande échelle. Sur Make, C'est-à-dire en plan custom. ils ont un plan qui coûte très cher, mais ça coûte très cher, mais s'ils avaient autant de développeurs pour faire l'équivalent, ça serait pas possible. Ça coûterait bien plus cher. C'est intéressant. Et ils ont des développeurs en plus, donc ils sont pas en manque de développeurs. Et c'est une belle startup, donc elle va à recruter des développeurs sans problème. Et l'autre, c'était Prelo, du coup, qui effectivement avait 16 millions sur une marketplace immobilière. Et voilà, ce sont des boîtes qui ont fait le choix du no-code et qui le mettent en avant. Et qui ont réussi, qui ont des succès. Donc c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant et on en aura de plus en plus. Donc au prochain No Code Summit, on va encore en faire. Voilà, mais c'est effectivement il faut partager ces bonnes pratiques pour que ce soit plus connu. Après, c'est pas notre rôle, nous, d'évangéliser sur le no-code. On est là pour aider les gens qui sont déjà évangélisés et qui veulent aller plus loin. Mais effectivement, ça fait partie quand même un peu de cet écosystème, donc on le fait. C'est plus la partie scalabilité, je pense, qui est importante, parce que je sais qu'on avait cette discussion-là en amont de faire le podcast, de trouver des entreprises, des startups qui scale sur la partie no-code et qui passent une certaine étape et qui gardent finalement toute la stack ou une partie de la stack no-code sur du long terme. Et je trouve que finalement, il faut vraiment, elles sont finalement pas souvent mises en avant. Et le fait de faire ça, justement, ça participe à montrer qu'il y a bien des entreprises qui le font. Et puis en plus de ça, c'est 2 boîtes européennes, donc c'est cool, quoi. Ouais. Et le No Code Summit doit vraiment être aussi un super lieu pour ça. Donc, plus on va mettre d'exemples ici, mieux ça sera. Donc, voilà, il faut vraiment les promouvoir, ça c'est sûr. Et ça va bénéficier à l'ensemble de l'écosystème. Ok. Est-ce que tu as des galères, des choses comme ça sur la partie entrepreneuriale ou sur la partie no-code que toi tu te souviens et qui t'ont marqué et des anecdotes? Non, je pense que le plus dur dans on monte sa boîte, hein, c'est son équipe, hein, c'est réussir à trouver les meilleures personnes pour son équipe, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut réussir à aussi les attirer, etc. Donc c'est pas facile. Mais là, la meilleure façon pour attirer des gens, c'est effectivement qu'ils aient envie de venir. Donc c'est montrer l'exemple, c'est communiquer, c'est parler. Mettre une annonce, c'est toujours une sorte un peu d'aveu d'échec des gens qui sont pas venus naturellement vers toi. En fait, c'est normal, tu es obligé de passer par là. Mais tu as envie que les gens disent tiens, c'est une boîte qui est sympa, j'ai envie d'y aller. Et donc il faut communiquer. Donc il faut réussir à beaucoup communiquer et c'est pas toujours facile. Tout le monde n'est pas fait pour communiquer comme ça facilement. Voilà, mais effectivement, les galères, c'est sur le recrutement. Trouver des gens qui connaissent assez le no-code et qui en même temps ont aussi ce côté métier. Et la culture no-code, c'est pas si rapide à avoir en fait. C'est vraiment une culture un peu particulière. Et parler à un no-codeur, c'est pas non plus si évident que ça. Donc trouver les personnes dans le no-code qui acceptent de ne pas faire du no-code du coup, mais qui acceptent d'être dans une boîte pour faire du support client, pour faire autre chose, ce qui est pas toujours facile. Comme d'autres galères, non, c'est toujours le problème, c'est comment réussir à simplifier au maximum ton produit pour que tout le potentiel du produit soit vu, ce qui n'est jamais facile effectivement. Il faut réussir à simplifier son produit, à écouter. Et voilà,
C'est toujours ce sujet-là. Donc la vraie galère, c'est réussir à mettre en place un système pour organiser tous les feedbacks là, pour créer le meilleur produit. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi l'ambition que vous avez sur NC-Scale, ou même toi de ton côté, c'est peut-être d'autres projets? Non, effectivement, NC-Scale, c'est clairement un produit qui va évoluer avec le marché. Donc, le marché est en train d'exploser sur effectivement la taille des applications qu'il utilise. Et aujourd'hui, la seule manière de vérifier si ton application est en bonne santé, eh bien, c'est il faut faire du monitoring, etc. Donc, c'est vraiment un produit qui touche simplement au passage à l'échelle de toutes les applications faites en no-code. Donc, on a une ambition qui est énorme, effectivement. Une application qui n'utilise pas NC-Scale va forcément avoir les mêmes problèmes. Ils vont peut-être trouver des solutions parce qu'il y a déjà des boîtes qui arrivent un peu à bidouiller dans leur sens. Mais effectivement, autant prendre une solution du marché pour aller plus vite. Je pense à Fin, par exemple, qui avait développé un petit outil chez eux pour voir les dépendances entre des scénarios make. Donc, ça montre bien aussi qu'il y a un besoin. Et donc, plus il y a des boîtes qui bidouillent un peu, mieux c'est pour nous, parce que du coup, on sait qu'effectivement, il y a ce besoin-là. Et comme le no-code est mondial, voilà. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'avoir des intégrations partenaires. C'est vraiment notre focus sur les prochains mois. On en a 2 qu'on va pouvoir annoncer effectivement d'ici septembre, qui sont assez importantes, et du coup, qui va nous permettre d'avoir tout en temps réel sur plein de sujets et permettre effectivement de mieux piloter ton infrastructure no-code. Et ça va montrer l'exemple à plein d'autres éditeurs et ça va faire effet boule de neige là-dessus. Donc, on veut être vraiment l'outil pivot entre tous les éditeurs. Mais pour ça, il faut effectivement avoir des intégrations partenaires. On ne peut pas se permettre de s'intégrer grâce à des cookies ou autres, ou grâce à des API pas documentées, etc. Donc, il faut vraiment qu'on soit tout à un niveau optimum sur ça. Ok. Quand tu parles d'intégration, tu en as certaines en tête sur lesquelles vous visez? Parce que la dernière fois, qu'on avait parlé de Power Apps, des choses. Tout à fait. Les Power Apps, c'est plutôt effectivement low code, etc. On a effectivement creusé ce sujet-là. C'est pas sûr qu'on y aille tout de suite. Voilà. En revanche, on développe aussi d'autres outils. Donc, on a la partie effectivement grand public, on va dire, avec NC-Scale. Et on développe également des outils plus spécifiques pour les entreprises. Donc, c'est les plus gros clients, on va dire, no-code d'un outil, notamment pour Airtable, par exemple, où il y a beaucoup de sujets sur la gouvernance et la sécurité. Et là, pour le coup, on développe un outil spécifique. On pourra en dire plus sans doute au Summit. Mais là, c'est des gros sujets et c'est pas effectivement un outil grand public. Ok. Écoute, je te propose qu'on passe plus après sur une partie plus personnelle. Est-ce que tu as des bouquins que tu as lus qui t'ont inspiré sur la partie entrepreneuriale? Formation, j'ai cru comprendre, c'était moins ton truc là, sur la partie. Non, effectivement, non, mais je me souviens que j'avais vu la question avec Jean-Baptiste. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je vais dire? Parce que Après, ça peut être aussi, enfin, je dirais pas nécessairement, il y a beaucoup de personnes qui, justement, vont pas lire des bouquins. En fait, comme je te dis, j'ai beaucoup de mal à me former sur un sujet ou autre. Du coup, je vais vraiment un peu comme ça, sur le tas. Et résultat, je peux pas te donner effectivement un bouquin ou un truc qui a changé quelque chose. La seule chose que je pourrais dire, c'est effectivement qu'il faut mieux essayer de rester curieux et de faire quelque chose par soi-même, mais il faut avoir un truc qui correspond à soi-même, en fait, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'a pas le même niveau de risque. Et les livres qu'on peut lire ou autres sont peut-être adaptés pour l'auteur, pour sa situation, etc. Mais on est vraiment... on peut pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ou du moins sur le long terme. On peut le faire à court terme, mais pas sur le long terme. Donc, le but, c'est peut-être d'accepter un peu que les autres sont pas pareils que nous, et que du coup, on peut faire les choses un peu différemment, et on peut pas forcer les gens à faire comme nous. Voilà, c'est plutôt sur ce sujet-là que je mettrai l'accent. Ok. Je pense là-dessus à plein de personnes autour de toi ou de nous, qui n'ont pas forcément une passion pro. Et il y en a plein.
Et on peut vite être un peu agacé en disant mais pourquoi tu n'es pas entrepreneur, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça. En fait, c'est juste ils ont pas envie, c'est pas leur truc. Et pareil pour un niveau de risque. Personne, enfin tout le monde va pas dire c'est pas grave, dans 6 mois j'ai plus de trésorerie. C'est pas grave, j'avance comme ça et voilà. Non, on est vraiment hyper différents là-dessus et du coup, il faut réussir à trouver un truc qui nous corresponde. Mais voilà. Non, j'ai pas de mentor particulier. Mis à Après, part t'as que des entrepreneurs ou autres qui t'ont inspiré, peut-être. hem, ouais, non, j'aurais du mal à te donner un nom effectivement en particulier. Ah, ce que j'aime bien, c'est plutôt c'est le service client. Moi, j'ai avant tout aimé la partie côté client et service client, qui est hyper importante, surtout au lancement d'une boîte et réussir à coller tout de suite aux besoins et voilà. Et c'est vrai que je suis hyper à l'aise dans le enfin, c'est aussi ce que j'aime aussi, c'est réussir à t'écoutes quelqu'un et tu lui réponds avec une solution précise et cetera. Donc ça marche avec les produits, SaaS ou autres. Et c'est la meilleure façon d'avancer. Et quand tu vois, Amazon, quand tu vois, OVH, ils l'ont un peu fait au début, mais tu vois plein de boîtes qui se différencient par leur service client, finalement, parce que les gens se sentent écoutés, parce que ça avance vite, parce que et cetera, et cetera. Et ça, c'est un sujet sur lequel moi j'appuie beaucoup. C'est répondre aux clients très rapidement, c'est pour ça que typiquement, pour les feedbacks utilisateurs, lui faire un screenshot de tous ses anciens feedbacks. C'est des petits trucs comme ça qui fait que tu sens que tu es écouté, tu sens que tu parles avec la boîte et que c'est pas juste du vent. Voilà et tu vois, encore une fois, Apple aussi là-dessus, ils sont assez proches, des gens. Heu et voilà, c'est vraiment ce côté service client instantané. Il y a rien de plus insupportable d'appeler ou d'envoyer un support sans jamais avoir de réponse. Donc c'est ça qui m'inspire beaucoup, en tout cas. OK. Et est-ce que tu as 3 conseils ou si tu devais en donner pour, quelqu'un qui souhaite se lancer, Mmh. bon déjà un des conseils, c'est ne lancez pas du coup, Mmh. absolument. Non, en gros, oui, c'est ça. Non, mais c'est un bon conseil, c'est effectivement déjà vérifier si c'est bien votre truc parce que c'est pas forcément votre truc, et c'est pas grave du tout. Enfin, c'est vraiment pas grave. Enfin, c'est chacun a sa manière de faire sa vie pro, quoi. Et voilà. L'autre truc, c'est, effectivement, estimer un peu son niveau de risque. Est-ce qu'on est prêt à prendre beaucoup de risques ou pas beaucoup de risques? Si on est prêt à prendre beaucoup de risques et qu'on aime faire des choses que personne ne fait, c'est parfait. Parce que tu peux être dans l'innovation et faire des choses où tu as pas de concurrents et c'est très dur. Mais du coup, tu es capable de tenir 1 an comme ça sans trop savoir, s'il y a le marché qui est là ou pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très risqué. Tu as pas de concurrents. Soit tu veux faire quelque chose de rapide, et là, il faut mieux avoir un marché avec beaucoup de concurrents et tu vas faire quelque chose de différent. Soit par ton service client, ça marche très bien. Parce qu'en général, les grosses boîtes qui marchent très bien, bah, du coup, elles en pâtissent un peu sur leur service client. Mais toi, tu peux arriver avec un service similaire, peut-être un peu moins bien, mais avec un super service client, et ça marche très bien. Après, il faut aimer aussi, ce que tu fais. T'en as qui arrivent à faire des choses qu'ils aiment pas, dans leur vie pro. Parfois, ça marche très bien parce que du coup, c'est rentable, et parfois ça l'est moins parce que du coup, ils arrivent pas à mettre assez d'énergie. Mais voilà, donc c'est ce niveau de risque. Est-ce que tu pars sur un projet d'innovation ou est-ce que tu pars sur un projet simplement qui existe déjà? Et l'horizon de revenus est totalement différent. Donc effectivement, faire un SaaS pour, comme JB par exemple, sur, Devaboot, sur, automatiser ses messages, LinkedIn, c'est clairement un truc où le marché, il est saturé. Mais du coup, bah, il y a un gros marché. Donc c'est très bien. Donc finalement, bah, il s'est différencié de sans doute par son service client grâce au fait qu'il pouvait faire le front, très rapidement et il a pu avoir un succès comme ça, notamment grâce à son contenu. Et voilà, donc il y a vraiment il faut voir un peu son horizon là-dessus. Et la troisième chose du coup, c'est, se former également. Heu, c'est vraiment dommage de lancer un SaaS ou de lancer son business. Enfin là, on parle de SaaS, il y a plein d'autres business qu'on peut lancer, mais si on parle d'un SaaS en tout cas, la meilleure des choses, c'est de se mettre en no-code. Clairement, parce que du coup, tu pourras répondre aux besoins de tes clients hyper précisément au début, aller très vite, avoir des feedbacks, les faire payer très très vite, et pas attendre 6 mois pour les faire payer. Et donc je trouve que cette rapidité de délivrer de la valeur est hyper importante parce que c'est hyper motivant en fait. Tout de suite, les gens payent. Tu dis: «Ah, j'ai un mec qui paye, comment je vais faire pour en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième?» C'est super. Donc
se former là-dessus. Et je ne recommanderais pas, en tout cas, à un entrepreneur qui veut faire un SaaS, en tout cas, de déléguer trop vite. Après, se faire coacher, très bien, parce que du coup, c'est ce que j'ai fait aussi, finalement, avec Digirox à l'époque. Mais pour éviter, il faut justement aller plus vite, parce qu'il y a plein de sujets où on ne sait pas comment faire et on passe 3 heures à se former pour rien. Alors qu'on avait juste à demander à quelqu'un qui nous aurait débloqué. Voilà, mais effectivement, ce côté binôme avec quelqu'un et développer soi-même son produit, je trouve ça juste génial. Et si demain c'était à refaire, je referais ça tout de suite. Ok. Et là, si tu devais là faire ton SaaS, donc j'imagine la techno, ce serait Bubble. Ouais, Et là, tu as parlé de paiement, tu utiliserais quoi? je me serais sur Stripe sans trop me poser de questions. Ok. Euh, à l'époque, il y avait un super outil intégré à Bubble pour Stripe. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils l'ont arrêté et ça a été racheté par Stripe, c'est dommage, où ça faisait ton portail de paiement avec tes factures et tout dans ton application, avec une iframe qui était bien foutue. Et d'ailleurs, avec NoCode NoHack, du coup, à l'époque, ça marchait comme ça. Tu avais tes factures et tout, c'était génial. Ils prennent une commission à chaque fois, mais on s'en fiche un peu. Mais effectivement, Stripe, c'est pour moi la meilleure solution, parce que c'est la plus intégrée, encore une fois. C'est comme Zapier. Zapier, c'est pas la meilleure solution, mais c'est la plus intégrée. Donc, au début, tu veux pas te prendre la tête et tu prends Stripe. Après, tu branches tes métriques dessus, etc. Je rajouterai un outil que j'ai découvert assez récemment qui s'appelait Dune.app. C'est une application qui permet de voir l'usage de ton application, de tes fonctionnalités précises. Et du coup, ça te fait des stats d'usage de toutes tes features et ça te fait tes meilleurs clients, tes meilleurs utilisateurs, etc. Hyper intéressant. Je crois que tu peux l'intégrer assez rapidement avec Bubble. Tu mets simplement des events importants sur les points d'activation ou autres. Mais hyper intéressant. Et du coup, ça, je le mettrai tout de suite pour voir un peu l'usage et pas devoir développer moi-même mes tableaux de bord de suivi d'activité, de suivi d'usage de mon SaaS. Ok. Je te propose qu'on passe un petit jeu avec une petite présentation là qu'on t'a préparé. Vous le verrez, ça va s'afficher aussi à l'écran. On t'a préparé un petit set d'images. Le but, c'est voilà, de dire un peu ce que ça t'inspire en quelques mots. Et puis, voilà, ça va être sympa. Super. On va t'amener ça. On vient de faire l'installation. Donc là, le principe, c'est on va te mettre plusieurs images. Le but, c'est de dire un peu ce que ça te fait penser, idéalement en quelques mots. Okay. Et puis voilà, ça va être un peu la surprise, hein, tu vois, au fur et à mesure de ces petites images ou photos. Je t'en dis pas plus, écoute, je te laisse démarrer sur la première et puis après tu pourras enchaîner. Switch, ok. Ouais. Nickel. NoCode NoHack, du coup, c'est effectivement c'est un bon souvenir, quoi. C'était il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et donc seulement la sécurité du no-code. On cherchait un nom, on ne savait pas trop quoi mettre. Et en fait, no-code no-hack, c'est venu assez naturellement. Donc non, effectivement, c'est le premier outil SaaS pour des outils no-code. Donc je pense que j'ai encore un t-shirt que je mets de temps en temps du coup. Parce que NC-Scale, c'est un peu plus compliqué à dire. No-code no-hack, c'était facile à dire. Donc effectivement, j'aime beaucoup cette marque. Ok. JobDoIt. JobDoIt. Ça, c'est bien. Donc, effectivement, JobDoIt, c'est avant NoCode NoHack, c'est et juste après le cabinet de recrutement, du coup. C'est une période où j'avais quitté le monde du recrutement et j'avais un peu de temps devant moi pour faire autre chose. Et j'ai été effectivement CTO NoCode de JobDoIt, donc associé, pour aider des jeunes à la recherche d'emploi, pour les aider à trouver un job. Et c'était des recruteurs donc indépendants qui les coachent en visio et pour les aider. Donc là-dessus, moi, j'ai créé une plateforme entièrement avec Bubble. Et c'est là où je me suis régalé parce que du coup, c'était en 2020, 2021 sans doute, je ne sais plus, 2020. Et du coup, en 2020, c'est écrit dessus. Et du coup, en 2020, pendant 3 mois, je me suis un peu isolé, même 2 mois, on va dire. Et j'ai fait un ERP entièrement donc, sur Bubble et avec tout ce que j'avais appris depuis 4 ans. Et j'ai adoré faire ça. Parce que du coup, j'ai fait avec OpenBuild, etc. Donc, c'est vraiment, pour moi, JobDoIt, c'est ma meilleure application no-code développée. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de recruteurs qui se connectent dessus et qui aident encore des centaines de jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs maintenant, parce qu'ils travaillent avec Pôle emploi. Et du coup, ils ont des marchés en Île-de-France et Rhône-Alpes et en Hérault. Voilà. Donc ça, c'est une app qui tourne encore aujourd'hui.
qui tourne encore aujourd'hui. Là, il y a encore un marché aujourd'hui sur Just Do It. Ok. Avec l'Île-de-France. Bubble, c'est mon premier coup de cœur. Non, en fait, ça a changé une carrière. Hein, ça a changé la vie. On passe, en fait, quand on est business entrepreneur, on passe d'un conseil technique, on sait à peu près ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. On aime conseiller un développeur pour dire il faudrait plutôt faire ça, ça. Et là, Bubble, on y va, on fait. Et s'il y a un problème, c'est pour notre pomme. Et ça enlevait tellement de barrières, Bubble, que voilà. Donc je suis passé d'ailleurs les voir cet été à New York. Ça fait quelque chose quand on va dans une boîte qui effectivement a changé un peu ta vie, quoi. Ouais, on aurait dû te mettre l'ancien logo, parce que pour le coup, tu as dû connaître l'ancien logo avant de. Alors, celui-ci, je sais pas si tu t'en souviens. Je sais même plus ce qu'il y avait avant. C'était un peu bleu ciel. Ouais, peut-être. Ouais, effectivement, celui-là est un peu plus carré. NC-Scale et toute la team. Ouais. Donc ça, c'est... D'ailleurs, au moment où j'ai vu NoConWhack, ça me fait penser levée de fonds, parce qu'on a levé les fonds avec NoConWhack. Et après, du coup, on a fait NC-Scale. Donc ça, c'est vraiment effectivement... c'est quand on part d'une vision, on sait que le no-code va grossir, on sait qu'il y aura des problèmes. Et après, tu remets toute ton équipe derrière ce problème-là. Donc, hâte d'être encore demain et après-demain pour grossir tout ça. SFPN, donc effectivement l'organisation du No-Code Summit. Il n'y a qu'en France qu'il y a ça d'ailleurs. Il n'y a aucun autre pays dans le monde où il y a une organisation pour faire un summit qui est avec plusieurs personnes. C'est très européen, je pense, cette façon de faire. Mais voilà, donc effectivement, le SFPN est vraiment, je pense, la meilleure solution pour faire un summit qui ne soit pas dédié à une seule boîte, où il y a ce côté communautaire. Maintenant, l'enjeu, c'est d'attirer aussi des éditeurs plus low-code. Donc, voilà, c'est l'enjeu un peu du SFPN pour cette année. T'as combien de personnes dans le SFPN actuellement? Entre 30 et 40. Ok. Répartis sur toute la France ou Sur toute la France, il y a beaucoup d'éditeurs. Il y a à peu près 9 éditeurs et qui sont partout sur toute la France. Okay. On a de Toulouse, Lyon, Paris, Lille, Nantes, donc un peu partout. Donc c'est vraiment c'est assez bien réparti. Et le No-Code Summit, le moment, je suis... Ouais, c'est bon. Me vois. Non, le No-Code Summit, on a été pris un peu par le... Il y avait 1200 personnes à Paris sur 2 jours. Toutes les salles étaient blindées, forcément, il y avait beaucoup trop de monde. Mais c'était super, un événement incroyable. Je pense qu'on a tous envie de le revivre. Et voilà, il faut vraiment que cette année, on puisse montrer des gros exemples pour aller à l'étape suivante. Il y avait 30% de personnes étrangères, donc 30% d'international à ce summit, ce qui est vraiment énorme pour une première édition. Donc les gens ont fait de déplacements de San Francisco, de Berlin, de Londres, de partout dans le monde pour venir. Et ça va encore être le cas cette année, grâce à tous ces éditeurs internationaux. Donc vraiment, hâte d'y être. J'ai l'impression que personne ne s'attend à ce qu'il y a autant de monde en fait dans cet événement. Oui, en fait, on passe d'un monde virtuel où il y a effectivement en France peut-être 15 000 personnes, 20 000 personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. On se croise beaucoup sur les forums, sur les Slack, etc. Et d'un coup, on se voit en physique et tu as un petit ratio de 10 à 20% quand même qui font le déplacement. Tout le monde peut en vivre, donc tout le monde peut se payer son déplacement aussi. Enfin, ça a changé la vie de tellement de gens que c'est normal qu'il y ait cet engouement finalement. Et puis les gens, certains sont passés effectivement d'un vide salariat où ils n'aimaient pas leur travail, d'un coup être freelance et aimer ce qu'ils font. T'en as t'as de superbes histoires dans le monde du no-code. Voilà, t'as un peu de tout. La prochaine étape, c'est vraiment le rapprocher au grand groupe pour faire ce lien-là et vérifier si c'est vraiment hermétique ou pas. Je pense que ça l'est pas. Mais effectivement, ça sera le prochain enjeu là. Ouais. Eh ben, on en parlait du coup. C'était il y a à peine 15 jours du coup, à New York, dans les locaux de Bubble. D'ailleurs, je recommande à Bubble d'avoir un gros logo à l'entrée sur lequel on peut prendre en photo, parce que là j'étais dans leur cuisine du coup. Il y avait des bouteilles, etc. derrière qu'on a enlevé en post-prod. La photo. Mais ouais, c'est dommage. Du coup, ça manquait vraiment d'un endroit pour faire une photo. Du coup, là, je suis dans la cuisine de Bubble. D'ailleurs, je viens de comprendre pourquoi il y avait les bouteilles du coup de champagne. Peut-être parce que c'était le coin un peu Bubble pour les bulles.
Mais effectivement, voilà, donc c'est ça qui est. Ouais. Tu m'avais dit que les bureaux, enfin, avant quand on s'est parlé, tu m'avais dit qu'ils étaient assez reconnus, leurs bureaux, pour être assez stylés. Alors, est-ce que c'est le cas, du coup? Ouais, alors du coup, c'est ce qu'on m'avait dit. Effectivement, je pense que ça l'est. J'ai pas pu comparer parce que je suis pas rentré dans beaucoup de bureaux à New York. Mais effectivement, c'est un très bel étage, hyper lumineux, et surtout en plein centre, en fait. Ils sont vraiment à Manhattan, à côté de Times Square, etc. Donc effectivement, ouais, c'est effectivement très bien placé, quoi. Ok. Ah, c'était la dernière photo. J'espère que ça t'a plu, ce petit format, et puis à vous aussi. Euh, Écoute, on approche de cette fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais une petite question que tu souhaiterais qu'on pose à notre prochain invité? Une question pour le prochain invité. Quelle est sa meilleure solution pour le product market fit, peut-être? Comment il trouve son... Ouais, quelle est son astuce pour trouver effectivement le meilleur... pour aller le plus vite possible au product market fit. Donc, soit grâce au no-code ou pas, mais voilà, effectivement, c'est un sujet assez important pour tous les entrepreneurs, finalement. Réussir à atteindre ce point fatidique. Après, il n'y a plus qu'à activer le go-to-market pour finalement augmenter ses clients. Et le plus important, c'est de finalement répondre à un besoin. Donc, quelle est son astuce pour aller le plus vite dessus? Ok. Bon, écoute, on posera cette prochaine question. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Benoît, sur les réseaux sociaux? Sur Twitter, sur LinkedIn, principalement, effectivement. Voilà, Bon, ça s'affichera à l'écran pour que vous puissiez directement suivre Benoît. Écoute, c'était très cool de t'avoir reçu sur ce podcast. Merci d'être venu. J'espère que vous avez appris plein de choses. On a quand même balayé pas mal de sujets. On se retrouve prochainement sur un prochain épisode du podcast de Nox Makers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Ciao. à bientôt.